Bienvenue tout le monde ici à One Soccer. Nous sommes le bouclier canadien. Moi, c'est Alexandre Gangué-Ruzic, ici avec Sofiane Benzaza et Nilton George pour épisode 15 de notre show ici, seulement exclusivement en français. C'est toujours un plaisir, les gars. Ça fait un petit bout depuis qu'on s'est retrouvés ici, mais on est de retour en force. On a des playoffs, on a des matchs CanMNT, CanWNT. Il y a une finale de CPL qui s'approche. Ça va être tout fou en octobre et novembre et on est prêt à tout suivre. Mais bien sûr, avant qu'on commence avec ces divers sujets, ça va depuis qu'on s'est vu ici sur LBC, comme on se dit les jeunes sur le chaîne ici. Yo, les jeunes! Oui, il s'en est passé des trucs depuis. Là, le Canada est de plus en plus fort en sélection nationale. À Montréal, on est rendu avec une équipe féminine. Compétitive. À Montréal, l'autre équipe équipe est rendue en playoff. Et en parlant de playoff, on est rendu playoff time avec la CanPL. Ouais, c'est ça. La CanPL, ça fait 28 longues semaines de jeu. Chaque équipe se sont vues 4 fois. S'il y avait le barrage en CanChamp, il y a certaines équipes qui sont vues 6 fois avec le format. Mais finalement, ils sont arrivés aux meilleures parties de la saison, les playoffs. Mais les gars, cette semaine, on voulait commencer là parce que les playoffs, ça commence tout en même temps. Genre, le CF Montréal... ils jouent cette semaine en genre, bien sûr, avec le débat, est-ce que c'est vraiment les playoffs ou est-ce que c'est plus genre les barrages pour entrer dans les playoffs? C'est la même chose avec les Whitecaps à l'ouest. Tu sais, Alexandre, moi, la meilleure réponse que j'ai obtenue pour ce débat-là, est-ce que c'est playoff ou pas playoff? Je pense que c'est Olivier Renard qui nous avait dit ça une fois. Moi, je paye le bonus de playoff. Donc, si je paye le bonus de playoff, c'est playoff. C'est playoff. C'est dans le salaire, c'est vrai. Bonjour à Olivier Renard, quelque part en Belgique, on assume. Et juste pour ceux qui nous écoutent, au moment de l'enregistrement, les matchs, au moment de l'enregistrement, les matchs ne sont pas joués, ni sur le CF Montréal, ni ceux de CanPL York contre Pacific. Mais c'est vraiment intéressant de voir, de redécouvrir ce nouveau format des playoffs, ce nouveau format. Le format CanPL, qui est Canadian Premier League, Premier League canadienne, qui est assez intéressant. Et puis, je sais pas, Alexandre, on te laisse nous présenter ça un peu parce que les gens vont être intrigués. Beaucoup ne connaissent pas, je pense, puis ils vont trouver ça très intéressant. We want to believe. Comment ça fonctionne? Ce qui est important, les gars, parce que c'était pas toujours le cas, c'est la première année, il y a le même format 2 ans de suite. So, là, au moins, cette fois-ci, tout l'effort qu'on a fait l'année dernière pour l'apprendre, il y a de la valeur cette fois-ci. Ça a resté, rien n'a changé. Fait que, ce qui est très unique avec ce format, c'est ce que les gens sont pas vraiment habitués à voir, c'est pour certaines équipes, il y a une deuxième chance. Si vous perdez en playoff, généralement, c'est fini. Mais vraiment, ce qui est unique avec ce format-là, il y a vraiment des échelons, il y a des tiers. Si tu finis en première place, il y a un avantage que tu as comparé à finir en deuxième place, et troisième place, quatrième place, cinquième place. Et je pense que ceci est quand même assez unique parce qu'on voit vraiment en playoff, des fois, la saison régulière devient vraiment juste rentre dans les playoffs. Puis le reste, si tu finis en 7e, si tu finis en 5e, 3e, ça ne change pas. Tu es en playoff, peut-être tu as un peu plus d'avantage de jouer à domicile, mais à la fin de la journée, tu n'es pas genre frustré de finir 7e versus 3e. Carrément, tu peux gagner quelques rondes, c'est la même saison, mais on va mettre ça, voici le format pour ceux qui l'ont pas vu encore ou ceux qui veulent le redécouvrir. On a déjà tous les 5 équipes de finaliser. On a Forge en première place, Cavalry en deuxième, Ottawa troisième, York quatrième, Pacific cinquième. Et bref, ce qu'il faut savoir, c'est les 2 top 2, les Forge et Cavalry, c'est là vraiment l'avantage. C'est vraiment cette année, tu l'as vu cette année, tu l'as vu l'année dernière. Vous voulez vraiment finir en top 2 parce que vous allez directement à une demi-finale. Et l'équipe qui gagne ce match, ce qui va être cette fin de semaine, ils passent direct en finale. C'est fait. En plus, ils vont être hôtes de la finale. Ils vont avoir une semaine extra de préparation, une semaine extra pour vendre des billets, pour vraiment faire la hype de la finale. Mais si tu perds, c'est pas OK, saison finie parce que tu t'es mis dans ce match-là. Mm-hmm. Tu vas avoir une deuxième chance. Et cependant, en même temps, ça commence dès mi-semaine.
York va jouer Pacifique, le gagnant va jouer Ottawa. Le gagnant de ce match va retrouver l'équipe qui a tombé de ce match 1v2 dans l'autre demi-finale où ils vont essayer de se qualifier pour la finale contre l'équipe. Alors, en premier, quand tu le vois comme ça, sans être décrit, c'est un peu difficile à comprendre, mais je pense que quand tu vois un peu cette tombée, puis le fait que les deux côtés sont un peu concurrents, même si ça semble être genre vraiment ces deux équipes-là et ces deux équipes-là, comme on est habitué à voir, ça fait un peu plus de sens, je trouve. Non, tout à fait. Et puis, ça donne un cadeau mérité à la saison régulière. Donc, tu dis Cavalry, tu dis que Ottawa était à 4 points de Calgary pour peut-être finir deuxième. Peut-être j'aurais préféré finir deuxième que troisième. C'est un peu de... Et ça peut aussi développer les rivalités. Et puis, pour ceux qui avaient oublié, là, il y a 8 franchises les premières canadiennes. Seulement les 5 premières font les séries. Donc, Halifax, Vancouver FC et Valor FC n'ont pas fait les séries. Quoique les Wanderers et les Vancouver étaient à 4 points de Pacifique. Donc, pour dire, c'est une petite ligue qui est encore jeune, mais le format est assez intéressant pour, évidemment, c'est peut-être injuste de donner, au début, on se dit, c'est injuste de donner l'avantage aux gros clubs qui performent, mais en même temps, ils ont bien travaillé. Tout le monde a commencé de la même façon quand la ligue a été inaugurée, puis ces nouvelles franchises sont venues après. Mais moi, je trouve ça intéressant. C'est un peu une méritocratie donnant en même temps un cachet intéressant au plus fort. Et ça, je trouve, pour une ligue jeune, je trouve ça intéressant. Puis, comme tu as dit, Alex, le même format back-to-back. Donc, je trouve que ça montre que c'est un succès. Mais est-ce qu'on peut parler un peu des équipes qui n'ont pas fait les playoffs? Parce que moi, je suis le monsieur négatif. Je prends ce rôle-là. Valor, ça fait quand même... Ils n'ont jamais fait les playoffs. Depuis le début qu'ils sont là, ils sont en une autre saison, toujours pas en playoffs. Bon, Vancouver, c'est peut-être un peu plus acceptable, c'est leur deuxième saison. Même Halifax, c'est triste un peu parce qu'au début de la saison, on se souvient, il y avait un gros buzz là, au niveau de la popularité, l'ambiance. On disait que c'était un beau stade, qu'au niveau de la communauté, Halifax, ça fonctionnait fort. Ça aurait été bien d'aller les voir récompensés de cette façon, avec une place en playoff. Mais Valor, va falloir éventuellement avoir une grosse prise de conscience. Va falloir regarder du haut niveau des investissements. C'est une concession qui n'arrive pas à décoller. C'est tout l'inverse de Forge et Cavalry. Même si en début de saison, ils n'ont pas commencé avec un début de saison du tonnerre, on parlait plus du Super Club Atlético d'Ottawa. Valor, j'ai hâte de voir ce qui va arriver avec cette concession. Philippe Dos Santos qui est là depuis, c'est la deuxième saison qui est là, Philippe Dos Santos? J'ai hâte de voir comment on va essayer de revamper l'effectif. Ça fait même trois saisons complètes depuis qu'il est là. Fait que c'est un peu le défi parce que, quand même, le fait que 5 équipes rentrent dans ce nouveau format, que Valor, qu'ils n'ont pas encore de playoffs 6 ans, même Halifax, le fait que pour eux, c'était vraiment seulement en 2020, quand il y avait la bulle, ils sont passés en finale. Et puis maintenant, c'était l'année dernière qu'ils sont repassés en playoff. Ils ont finalement eu leur premier match à domicile en playoff. C'était un jour super mémorable, même s'ils n'ont pas eu le résultat qu'ils voulaient. Et même, tu vois, Vancouver, c'est leur deuxième année dans la ligue, mais ils n'ont pas encore 2 ans. On aurait pensé que cette année serait vraiment une année de progrès, juste du fait qu'ils ont fait des grands acquisitions dans le mercato. Ils ont allé chercher des joueurs avec l'expérience, Ken Piel et David Norman, des Moses Dyer, etc. Et puis, j'ai vu le classement hier, j'étais surpris. Ils ont seulement fait de 1 point depuis leur première saison. Ça montre vraiment la façon qu'ils ont commencé la saison en feu. On pensait, OK, wow. Ils ont même atteint la deuxième position. Ils étaient bien. Là. Ils étaient bien, ouais. C'est ça, ils étaient là. Fait que le fait qu'ils ont tellement tombé, on va dire, dans la dernière demi, qu'ils ont fini que seulement 1 point de plus avec ce qu'ils ont mis en 2023, ça montre vraiment que, ils sont l'équipe la plus nouvelle. Ils ont des défis à surmonter que les autres clubs n'ont pas, mais en même temps, ils avaient fait des bonnes choses qui ont seulement montré ce petit différence, mais je pense que ça montre que pour le moment, il y a quand même il y a des classements, des petits tiers, genre
vraiment, on voit, il y a Forge et Cavalry, c'est là, c'est clair depuis la première année. Je pense qu'il faut donner genre ce qu'ils méritent en termes de crédit, le fait que ils ont le même entraîneur, ils ont les mêmes, certains joueurs sont toujours là, il y a cette espèce de continuité qui peut-être manque à d'autres clubs, mais on voit d'autres clubs qui commencent à établir ça. Pour moi, Pacific, c'est un exemple parfait. Le fait qu'ils ont manqué les playoffs la première saison, ils ont fait 5 années de suite de playoffs, ils ont quand même cette continuité-là que James Merriman est là sur son staff depuis le début, il est head coach maintenant pour 3 ans. Il y a des joueurs comme Thomas Meyer-Giger qui est là depuis plusieurs saisons, Sean Young, etc. Il y a cette continuité-là. Et tu commences à voir ça aussi avec York et Ottawa. Je pense pour revenir ça à Valor, chaque année, il semble qu'il y a cette... en termes de mercato, ils perdent des bons joueurs. C'est difficile à un peu garder cette espèce de continuité-là. Et je pense que ça va être curieux de voir Halifax, Valor et Vancouver ce que tu fais parce que quand tu finis plus bas dans le classement, c'est facile à tout bousiller, mais comme on voit les autres équipes, avoir cette stabilité fait une grosse différence. Mais ouais, bien sûr, avant les playoffs, juste pour un peu terminer cette discussion CPL, on va être curieux de voir qui va finir en haut de la montagne. Bien sûr, connaissant le format maintenant, peut-être les gens qui aiment pas faire des paris seraient plus facile à aller pour les Forge et les Cavalry, mais on ne sait jamais, c'est les playoffs. Il y a des équipes qui peuvent faire un peu cette course, mais Nilton, juste pour commencer avec toi, tu as un peu hâte de voir, c'est qui un peu l'équipe tu as un peu hâte à voir en termes de tes attentes et peut-être est-ce qu'une équipe hors que Forge et Cavalry que tu vois parmi Ottawa, York et Pacific, que tu fais un petit clin d'œil en termes de ce qu'il peut faire dans ces playoffs maintenant? Toi, moi, ce format-là, il m'inquiète un peu parce que l'équipe qui gagne la fameuse demi-finale entre le top 1 et 2, il commence... Les semaines de congé peuvent faire du mal. Et dans ces situations-là, même si tu sors de cette demi-finale qualificative pour la finale avec une défaite, je me demande à quel point c'est vraiment un cadeau pour ces deux organisations-là. Et à ce moment-là, le parcours un peu plus normal, mettons, d'Atlético, je trouve que ça devient intéressant pour Atlético, qui a connu un début de saison du tonnerre. Là. Oui, ça s'est calmé entre-temps, mais j'ai comme l'impression qu'Atlético pourrait surprendre à ce moment-là, pourrait faire un beau trajet pour se rendre jusqu'en finale. Et moi, c'est l'équipe que je surveille du côté d'Ottawa, voir s'ils sont capables de retrouver un peu la forme de début de saison où ils avaient vraiment du succès au niveau offensif, au niveau défensif. Donc moi, si j'avais un petit 2$ à placer, j'irais par la petite surprise d'Atlético d'Ottawa. Atlético sont intéressants. Ils sont en bonne position, en embuscade pour essayer de mettre un piège à Cavalry ou à Forge, ou les deux éventuellement, s'ils vont jusqu'au bout. Mais si je prends vraiment une équipe Cendrillon, j'aime le profil, j'aime le joueur, j'aime beaucoup Brian Wright de York United. Donc York, si je dois choisir une histoire Cendrillon, York a un profil intéressant. C'est pas nécessairement l'équipe qui marque le plus de buts, mais ils s'en prennent pas autant. Donc, ils ont un équilibre. Ils sont à -1 entre les 35 buts marqués et 36 buts encaissés. Mais j'aime le profil offensif. Ils ont un changement d'entraîneur en saison. Donc, je trouve ça intéressant ce que York fait. Et je mettrais... Bon, je ne vais pas mettre toute mon hypothèque dessus, mais j'aime beaucoup York United. Le profil, surtout que je pense que c'était leur meilleure saison en termes de points. J'aime bien. Moi, si je peux mettre un $2, j'aimerais bien avoir York United. Atlético, ce qui est fatigant avec Atlético, c'est que les derniers résultats ne sont pas fameux, mais il n'y a pas vraiment de défaite là, dans leur. Il y a beaucoup d'accrochages de matchs nuls, il manque le petit quelque chose supplémentaire, mais le fameux match, c'est quoi, il y a 2 semaines, la 27e journée contre Forge, ils vont chercher cette victoire-là. Ouais. On sent que au moment, ils sont un peu en attente. Quand ils ont commencé à échapper des points après leur élimination au championnat canadien, on a senti comme une espèce de chute du côté d'Ottawa. Peut-être que recommencer en play-off avec cette motivation-là, avec cette
avec cette arrière-pensée de on est capable de compétitionner contre ces deux grosses équipes. Et quand il a fallu battre Forge, ils l'ont fait il n'y a pas si longtemps que ça. Ils ont le profil. Ils ont le profil pour finalement venir shaker le podium 1-2 de Forge et Cavalry. Non, je suis d'accord. Ils sont bien placés, comme j'avais dit. Puis s'ils prennent un York ou un Pacific fatigué, je pense qu'ils sont bien positionnés pour faire mal. Ça je suis d'accord. Je n'allais pas prendre le même choix que toi, évidemment, Hilton, sinon c'est pas marrant comme ça. Mais York, j'aime bien parce que j'avais dans l'œil rapidement. Et en plus, ils ont eu une vidéo de Griezmann. Comment tu veux pas gagner après une vidéo de Griezmann? Il a dit le mot Québec. C'est bon. Il a dit le mot Québec. C'est magie. C'est magie. C'est magie. Ce que j'ai beaucoup aimé Moba Bouli quand il était en dehors de la CPL. C'est un nom que je suis familier avec, je le suis un peu. Puis dès que je voyais un peu Brian Wright commencer à vraiment être un top attaquant en CPL, un des plus dangereux en tout cas. Je dis peut-être en termes de valeur, de upset comme on dit en anglais, je trouvais York intéressant, mais bon, ils vont finir 4-0 contre Pacific, là, puis ils ont l'air super intelligents. Ah, c'est drôle, moi, c'est pas planifié. Moi, je dis Pacific, je surveille. Juste parce que pour eux, leurs playoffs ont commencé en septembre. Depuis septembre, ils ont commencé à jouer leur meilleur football. Ils ont commencé à avoir des bons résultats. Finalement, marqué des buts. Ils ont marqué 13 buts dans leurs derniers 8 matchs. Dans leurs premiers 20 matchs, ils ont marqué que 14 buts. Ils ont vraiment retrouvé ce côté de leur jeu qui manquait. Ils ont toujours cette solidité défensive. Ils ont de l'expérience dans les playoffs. L'année dernière, ils se sont pognés dans ce match 4-5 et ils sont allés tous jusqu'aux demi-finales et ils ont perdu 2-1 contre Cavalry dans cette demi-finale-là. Je pense côté expérience, le fait qu'ils ont aussi gagné un titre dans le passé, ça peut leur aider. Et ce qui est unique, généralement, les équipes qui finissent 5e, tu tombes dans cette position, tu as mis toute ton énergie, tu as des joueurs blessés. Pour Pacific, c'est l'opposé. James Merriman m'a dit après leur match samedi qu'ils ont booké leur spot, il dit « Je me sens confiant parce que leur effectif est le plus complet qu'il a été toute l'année parce qu'ils avaient vraiment des mauvais moments avec des blessures là. » Ça, c'est quelque chose peut-être à surveiller. Mais comme mentionné, c'est vraiment tough parce que si Pacific veut gagner, il doit aller battre la 4e équipe sur la route, il doit aller battre la 3e équipe sur la route, la 2e équipe sur la route et la 1re équipe sur la route pour gagner un titre. C'est vraiment pas évident, peu importe la formule. Alors, oublie pas Forge et Cavalry dans tout ça. Forge, bien sûr, leurs joueurs leur équipe est remplie de bons joueurs. Bobby Smirniotis en tant que coach, ils sont prêts pour les playoffs. Ils ont gagné ça 4 fois. Ils savent comment faire. Ouais. Mais aussi Cavalry, à un certain point, on se demande si cette motivation d'avoir perdu tant de fois dans des finales, dans des gros matchs contre Forge, s'ils vont prendre ça et finalement, et cette année, ils ont Tobias Warshawski qui a gagné le soulier en or. Peut-être ces buts-là en playoff peuvent vraiment faire la différence. Alors bref, tous les 5 équipes... Si Forge a brisé la glace, a brisé le joug du CF Montréal en championnat canadien, la Coupe au championnat canadien, la Coupe des voyageurs, si vous me permettez. Est-ce que Cavalry pourrait faire ça? Ce upset entre eux, c'est un upset interne. Ça passait proche l'année passée. Là. On oublie que le match, ils étaient dans la poche de Cavalry. Là. Bon, mais à part Caco Olympico, là, ça, je pense que c'est un malentendu. La magie, parce que honnêtement, Forge, elle est vraiment... Je veux dire, je vais faire une référence. Hein. Ne stressez pas, là, ceux qui écoutent. Je veux dire deux mots. Real Madrid. Oh, pas nécessairement en termes de titre, mais en termes, ils trouvent une façon de gagner. Ouais, je comprends. Quoi qu'ils titubent, ils n'ont pas de stress, hein? Ils tirent dans l'arrière et ils n'ont pas de stress. Voilà. Ils savent que ça va bien tomber de leur côté. Voilà, et quand ils stressent, si tu mets le gif de Cristiano Ronaldo, calma, genre calma. Ancelotti avec le sourcil, genre, les gars, c'est Smirniotis, c'est la barbe. Il touche la barbe, c'est comme un signal, like, all right. C'est fait. Ouais, puis tout le monde marque, puis lui, genre, il est relax, il n'y a pas de stress. Non, il n'y a aucun problème. Donc, c'est bien qu'avec c'est la Ligue est jeune, mais elle est assez vieille pour voir qu'il y a des tendances et des histoires qui reviennent, puis une rivalité de genre des tops. Ottawa qui est un peu entre les deux, on attend ce qui va arriver. Yeah, c'est l'aspirant parfait là, pour le duo. Là. Ouais, j'avoue que ouais. Mais c'est sûr, Bobby Smirniotis, c'est toujours une personnalité fascinante. Bref,
il y a plein de raisons pour suivre les playoffs. Mais bien sûr, récemment, parlant un peu de Forge, on a vu par exemple un de leurs anciens, Kwasi Poku, ce mois-ci faire ses débuts pour l'équipe nationale. Ce qui était super de voir, le jeune, qu'il y a 2-3 mois, il était là, jouant pour Forge, Jesse Marsh dans les estrades. Jesse Marsh aime ce qu'il voit. Maintenant, 3 mois plus tard, il fait ses débuts à BMO Field. Mais c'était, overall, on va dire que c'est un bon camp pour cette sélection canadienne. Ils ont fait un petit passage à Montréal, ils sont allés dans la communauté, ils ont fait un petit entraînement. C'était pas le match qu'on peut-être on aurait voulu voir à Montréal, mais on sait à des côtés logistiques. Puis ils vont à Toronto. Ils se tapent un match contre une bonne équipe du Panama. Ouais. Ils gagnent 2-1. Il y a sur un mauvais terrain. Le terrain était dégueulasse. C'est Toronto, là. Qu'est-ce qu'on a, heureusement. Là, mais... Ouais, mais c'est un problème. C'est digne de CONCACAF, ce terrain-là. Mais attention, là, on a des joueurs de statut international top, puis on joue sur ce terrain-là après qu'il y a un match de CFL. C'est pas sérieux, là. Il faut faire attention, là. Il faut faire attention, là. Le standard monte, les attentes montent, puis... Exactement. Ça, j'entends David, ça se passe très bien pour lui. Tu veux pas qu'il se fasse mal sur un trou de marmotte, là, avant de rejoindre Lille pour continuer son épopée en Ligue des Champions. Donc, ça, je suis d'accord avec ça. Mais il y avait un bon vibe. Oui. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'on est... public. Oui, le public était super. Est-ce que vous avez l'impression d'être... Comment dire, pas un certain... Oui, mais pas nécessairement une arrogance, mais une certaine confiance. On est moins anxieux. Je pense que tu prends cette équipe il y a 2 ans, même entre la Coupe du Monde 2022 et la Coupe américaine, on se dit le Panama, ils ont un joueur qui joue à Lille, peut-être, un joueur qui joue à... on se trouve des excuses. Qui joue à Marseille, on voit Murillo qui jouait avec Murillo à Marseille. Oui, excellent à Marseille, Murillo. Puis, il n'y a pas une sérénité en termes de la communauté foot autour de l'équipe nationale, les médias, les supporters, tout le monde, en fait. Certaine sérénité. Comme c'est la méthode marche, Sofiane, nous rendre zen. Sofiane, en 4 ans, on a fait un bond de quasiment 25 ans. Ouais, au niveau de mentalité des joueurs, du staff, du public, c'est fou comment que la progression... Parce qu'on regardait ce match-là, c'était pas facile, mais les occasions étaient canadiennes. Il y a une autre génération, ce match-là, impossible qu'on le gagne parce que mentalement, on n'est pas capable d'être serein à la fin pour dire on va aller chercher le but. C'était pas... Oui, c'est juste un match amical avec quand même des objectifs de classement qui devient utile plus tard. Mais on sent ce groupe-là a atteint une maturité qui n'a jamais été présente au Canada. Elle a été présente aux États-Unis avec des moments moins forts, mais au niveau canadien, tout à fait. Est-ce que c'est avec March? Est-ce que c'est en plus de March? Ça reste à discuter, mais ce groupe-là est dans un top mental assez hallucinant pour voir l'évolution si rapide du foot canadien. Non, c'est fascinant. C'est fascinant parce que, peut-être on va en entendre en parler après, faire une mention, mais quand on était à l'inauguration de Rose FC Montréal, on avait le Brain Trust Montréal-Canada qui était là, puis on voyait Mauro Biello, Jesse Marsh qui se parlait, Nick DeSantis qui était là, puis on voyait les anciens, John Luniatis qui gravitaient autour. On voyait le Brain Trust canadien montréalais. Puis il y avait Maxime Crépeau qui était là aussi, qui est venu faire un tour. Puis qu'on a la chance de lui parler un petit peu, il y avait c'était avant le Panama, c'est une vibe positive qui était fascinante, une confiance. Et comme a dit Nilton, c'est pas nécessairement juste Jesse Marsh parce que les joueurs sont partis ailleurs, dans des clubs plus huppés où Satan a évolué. J'entends David, son évolution, elle me fascine. Pas nécessairement l'évolution, il confirme. C'est sa constance, comment il est constant dans ses performances depuis 2-3 ans, en termes de nombre de buts, comment il se développe dans son jeu, comment il joue 3 rôles en termes d'équipe canadienne, relayeur, numéro 10, deuxième attaquant, 4 rôles, attaquant pointe en plus. Et puis, Alexandre, à chaque sélection, on se dit, la Aaron David, ça peut marcher. À chaque sélection, on change d'avis. Ah là, ça marche. Là, ça marche pas. Ça marche. Donc, on se dit qu'on a tellement des débats beaucoup plus intéressants qu'avant et on l'avait dit la dernière fois. Mais je regarde ça et puis en termes d'identité, on le voit, c'est le pressing. Le pressing, il est fascinant. Fascinant en termes de tactique, en termes d'athlétisme. Moi, je trouve ça incroyable comment une équipe a une identité et qu'elle ne l'arrête pas jusqu'au bout. Tant qu'à jouer haut, 2 fois, ils ont fait se faire avoir par le Panama, mais ils restent avec parce qu'on continue de la façon dont on continue de la même méthode qui a marché avant. Mais ce qui est bien, c'est qu'on
Combien de fois on entend des clichés dans les entrevues, dans les topos, l'identité de jeu. Tout le monde veut jouer avec une certaine identité. Tout le monde va utiliser, on veut presser haut, ou on veut avoir le ballon, ou on veut être plus offensif. Tout le monde a des idées super claires dans leur tête. On regarde le match, puis on se dit, c'est pas si clair que ça, ta philosophie de jeu. Avec le Canada, et ça devrait être plus compliqué en sélection, mais avec le Canada, ça prend 10 minutes et c'est clair et net. C'est quoi? La marque Jesse Marsch. Tout de suite, on voit sur le terrain c'est quoi une équipe de Jesse Marsch et les buts, les occasions, c'est toute une signature claire et nette de la façon de jouer. Et même la récupération de balles, très haut, on voit Bombito pouvoir utiliser sa force athlétique pour ses interventions défensives. C'est clair et c'est ça qui est rassurant puis qui est vraiment excitant pour la suite. On veut voir cette sélection-là le plus souvent possible avec des adversaires de plus en plus difficiles pour voir comment l'évolution de l'identité de la sélection canadienne va aller jusqu'à terme, jusqu'à quel point on est capable d'avoir cette identité contre des top sélections pour qu'éventuellement à la Coupe du Monde, on ne change pas notre façon de jouer parce qu'on vient de tomber sur un top 5 mondial, puis que la méthode canadienne, elle va être appliquée peu importe c'est qui l'adversaire. C'est sûr, et je pense que ce qui me fascine le plus pour le moment avec cette sélection, c'est vraiment le fait que les joueurs, la façon dans laquelle ils rentrent dans ce système, c'est comme si c'était un club et que Jesse Marsch avait dit à son directeur sportif, cherche-moi ce joueur-là, cherche-moi ce joueur, cherche-moi ce joueur. C'est comme si en sélection, ça se fait pas. Il y a toujours cette question de est-ce que ça fit? Est-ce que tu peux adapter ton jeu? Est-ce qu'un coach doit venir et adapter son jeu à ce qui est proposé? Et c'est fascinant parce que tous les joueurs, et en plus, ce qui est le plus intéressant, il y a certains joueurs qui même jouent mieux pour la sélection maintenant que pour leur club. Tu vois les niveaux de performance que tu vois un Jacob Schaffelberg qui met pour le Canada et puis pour Nashville, il essaie de répliquer ça. Bien sûr, cette situation, c'est pas la même chose. Même Crépeau qui n'a pas le même niveau de jeu cette saison avec Portland. Ali Ahmed, c'est un autre qui met des performances incroyables pour le Canada. Pour les Whitecaps, c'est des questions de où il rentre dans l'équipe des Whitecaps. C'est pas le même joueur. C'est pas le même joueur. Il joue différemment. Ali Ahmed, lui, il m'impressionne beaucoup par sa maturité parce que il est jeune. Il a l'air jeune. En plus, il a l'air jeune, vraiment. Mais lui aussi, il y a une historique très Moïse Bombito, là. Ah ouais, ils ont le même âge, fait que c'est un peu. Et aussi, Moïse Bombito, c'était ici l'an premier. N'oubliez pas, là, c'était sur One Tout le monde dit qu'il est bon, mais c'était ici, monsieur, merci encore à John de Canada Soccer, là. Ouais, c'est vrai. On l'a eu, toujours, il était toujours avec les rapides et c'était même avant la Copa. C'était avant la breakout. Avant qu'il devienne famous. Juste après Pays-Bas-France, avant la Copa América, puis c'était le calme avant la tempête, là. Puis, et ce que je trouve vraiment. Quand on parle des différents profils, c'est que, comme tu viens de dire, tu as ramené un concept intéressant, Alexandre, comment certains joueurs jouent mieux en sélection. Là, le Canada a aussi eu sa mise à niveau, son upgrade, si vous permettez, en termes de sélection. Maintenant, le Canada va avoir des joueurs de sélection. Parce que dans beaucoup de sélections, c'est comme ça. Ils ne jouent pas beaucoup à Marseille, ils ne jouent pas beaucoup à Wolfsburg, ils ne jouent pas beaucoup. Mais en sélection, c'est un pilier, le sélection a besoin de lui, puis il joue bien en sélection. En club, il ne joue pas si bien ou il ne joue pas assez. On va avoir notre N'Golo Kanté qui joue en Arabie Saoudite. En Arabie, mais qui est top mondial. Et ça t'intéresse pour Jesse Marsch, ça t'intéresse pour vraiment quel est son critère de sélection. Parce qu'il y aura des joueurs, pour être honnête, je veux dire la vérité, je ne veux pas faire ce débat pour le refaire. J'entends Osorio. Il a fermé ma bouche à la Copa América. Je trouve qu'il a très bien joué. Sur Panama, c'était pas top, mais avec Toronto, je sais, honnêtement. Et je veux pas que les gens se fâchent. Je ne compare pas Piet et Osorio, mais je parle de la forme. On voit la forme de Samuel Piet, les derniers matchs, et ceux d'Osorio. Toronto FC a été éliminé assez rapidement. Et Montréal est en une vague positive pour essayer de faire les séries, puis il vient de les faire. Donc, c'est normal, c'est les sélections. Mais il y aura un certain favoritisme que nécessairement, je ne comprends pas quels sont les critères. Piet, parce que c'est un vieux joueur milieu de terrain. C'est pas. Oui. Malheureusement. C'est pas le prototype milieu de terrain du type de football de Jesse Marsch, mais dans des occasions de match, c'est comme... ça aurait été bien qu'il soit là. Mais mon concept de joueur pas mon concept, le concept de joueur de sélection, que le Canada va en avoir peut-être, si je me base sur les choix de Jesse Marsch de temps en temps. On verra. Le temps va peut-être me donner
va me donner tort ou raison, on verra. Mais garde un œil sur ça, mesdames et messieurs, là, ça va être assez intéressant. Ouais, ben c'est aussi avoir à évoluer. C'est aussi la compétition, right? On se demande si la présence de Samuel Piette sur l'extérieur ou même cet été a un peu poussé les milieux autour de lui d'un peu avoir ce niveau-là. Et je pense qu'on voit vraiment cette valeur de compétition, que chaque joueur se pousse. Moi, je suis fasciné de voir, par exemple, Tajon Buchanan, il retourne. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais avec Ali Ahmed? Il met des performances très, très top pour le Canada. Ismaël Koné, mais on attend le Ismaël Koné version Marseille. On voit Cornelius, on voit Mobito. David, on le voyait déjà. Oh, Koné, on a hâte. Mais tu le mets où? Chouanière va perdre sa place. Il n'y aura pas de débat avec ça. S'il joue à 2 milieux de terrain, mais Chouanière, il se débrouille très bien. Oh, mais Chouanière en sélection canadienne, c'en est un autre. Là. Même dans ses meilleurs moments avec Montréal, c'était pas le niveau de la sélection canadienne. Non, c'était pas proche. Vraiment, vraiment impressionnant. Non, mais c'est ça. Mais j'ai oublié Tajon. Merci. Tajon. Où est-ce qu'ils vont le mettre? C'est un joueur d'Inter Milan. Comment tu vas garder ça sur le banc pour un joueur de MLS? Bien sûr, on va pas. Des fois, on se perd des fois dans les clubs où les joueurs jouent, mais ça montre vraiment le niveau. Parce que imagine ça, dire à 5 ans que le Canada, il serait en position où un joueur d'Inter Milan serait là et tu dis, on va peut-être le mettre pour le banc pour commencer. Il doit gagner sa place. Super sub d'Inter Milan. Il y a un autre joueur que j'oublie, ce que je prends pour acquis, mais il joue très bien. Puis la défense à 4 prouve que ça marche très bien. À la Alphonso Davies, honnêtement, je le prends pour acquis. Il fait des prestations vraiment défensivement. Même, on va dire, très professionnel. Très professionnel. Défensivement, tantôt il y a des errements parce qu'il monte beaucoup, puis il rattrape très bien avec son athlétisme et son positionnement, c'est normal. C'est un joueur extra rapide, mais honnêtement, je le prends trop pour acquis. Il est tellement bon, il est tellement intelligent. Dès qu'il monte avec le ballon, ça fait une différence, ça déstabilise l'adversaire. Ses coéquipiers savent s'adapter autour de lui. Honnêtement, c'est rafraîchissant. Il peut le mettre comme il est s'il veut, importe peu. Où est-ce qu'il le met? On voit l'évolution d'Alphonso Davies qui reste encore relativement très jeune en termes d'âge et d'expérience. Mais d'expérience, il y a beaucoup d'expérience déjà, mais je suis étonné par ma naïveté de l'oublier. Je dis, mais c'est qui ce joueur qui galope? Il a dribblé 3 joueurs. Ah, mais c'est Davies. Ben oui, il fait 50 mètres, il dribble, se positionne, fait un triangle, mais c'est un joueur complet. Et ça, j'aimerais juste que les gens, que les fans profitent de ces moments-là. Profitez parce que, je ne vais pas faire trop rétro le vieux gars là, mais profitez de ces moments-là qu'on voit des joueurs qui commencent à leur prime et regardez-les, aimez-les, critiquez-les si vous voulez évidemment, mais les performances de certains joueurs sont vraiment... C'est pas du prime encore, parce que dans leur âge n'indique pas que c'est le prime, mais on y arrive vraiment à un niveau international. Mais vraiment international. Parce que Alphonso Davies s'appelle, je sais pas, Matt Schruber, puis il est titulaire avec l'Allemagne, il n'y a aucun problème là. Il n'y a aucun doute. Il y a des joueurs, vous le changez de maillot, vous le mettez avec une équipe qui a 3 étoiles, 2 étoiles de Coupe du Monde, 5 étoiles. Moi, tu as traduit déjà Davis en allemand? Matt Schruber. Mon Dieu. Moi, j'ai pris un nom, je voulais pas j'ai almanisé son nom de famille, prénom, ça aurait été bizarre. Mais donc, voilà, Matt Schruber. Mais c'est ça. Et il y a des joueurs, je pense que 3 joueurs, je pense que 2 joueurs peuvent facilement, 3 joueurs se retrouver dans une sélection avec au moins une étoile ou 2, dépendant desquels. Mais je trouve qu'il y a certains joueurs qui peuvent upgrader. Tu peux les mettre facilement dans presque n'importe quelle sélection. Il y aura la compétition. Mais je pense qu'ils auraient une place. C'est un peu mon avis par rapport à ça. Mais c'est ça le genre, le upgrade qu'on a vu que avant, c'était un peu le vibe, c'était vraiment, c'est la sélection d'Alphonso Davies et il faut tout faire pour intégrer. Et c'est un peu genre vibe Autriche, right? Où c'est David Alaba pour son club, il est défenseur central, il est arrière gauche. Et puis pour Autriche, c'est genre, tu lui donnes le 10 et il joue en 10. Même chose avec Zinchenko. Ces genres de joueurs-là, mais on voit l'upgrade que un peu on avait ce vibe-là avec Davies où il jouait en défense pour le club et il joue en attaque pour le Canada, mais maintenant, il y a Jonathan David qui est genre un des meilleurs joueurs du monde. Stop, c'est pas question meilleur neuf, meilleur, etc. Il joue comme un des meilleurs joueurs du monde. Il y a Eustachio Koné où tu vois le niveau où, en termes de ce qu'ils offrent pour le Canada, il n'y a pas de question. Koné, quand il joue à son niveau, il peut être le meilleur joueur sur le terrain, même quand il y a Davies. David, il a cette capacité-là. Bombito,
On voit déjà, Marsh n'arrête pas de le dire, il voit d'un niveau Upamecano, etc. On le voit. Maintenant, le Canada a ces types de joueurs où c'est pas vraiment regarde à Davies et il doit tout faire. Non, Davies peut avoir un match de 4 sur 10, 5 sur 10 et tu sais que les autres autour de lui vont performer. Et je pense que c'est vraiment la différence. On a vu un peu le début de ça en qualification parce que, comme on se rappelle, Davies a manqué beaucoup de ses matchs qualification et le Canada a eu des résultats sans lui. Mais ça, c'était à CONCACAF. Ce qu'on voit maintenant, c'est je pense qu'au niveau international, s'ils vont dans un match contre les tops, la France encore, les Pays-Bas, j'ai aucun doute que bien sûr Davies, s'il fait un bon match, ça va aider, mais si Koné fait un bon match, si David fait un bon match, Bombito fait un bon match, ça serait assez pour au moins rendre le match intéressant, pas cette dépendance sur Davies comme avant. Très bon point, je suis d'accord avec ça, tout à fait. Ça fait du bien d'avoir de la diversité des profils. C'est un grand moment, profitez-en, vivez tout ça, puis absorbez toute cette information, c'est beau. Mais c'est ça, il n'y a pas juste que des neufs ou des trucs. Il y a des défenseurs, des gardiens, etc. Mais je suis un peu curieux pour terminer cette discussion parce que c'est quand même intéressant. Tu vois l'équipe qui était là pour le Canada en 2022. Tu vois les changements. Il n'y a pas eu trop quand même. Par exemple, Hutchinson, il a pris sa retraite, c'est normal. Mais les grands changements sont vraiment en défense. Kamal Miller, lui, il a un peu perdu sa place pour le moment, comme on a vu. Il y a Steven Vittoria aussi a un peu pris la retraite, Milan Borjan. Mais on se demande maintenant, est-ce que cette équipe qu'on voit maintenant, est-ce qu'elle va être la même en 2026? Est-ce que Jesse Marsh a déjà un peu trouvé son blueprint? Et c'est bon, on voit ça. Ou est-ce qu'il y a certains postes où tu vois peut-être, je vais commencer avec toi, Sofiane, parce que tu as posé la question, alors je suis curieux d'un peu savoir la réponse, mais comment tu te sens dans ce 11 pour 2026? Est-ce que c'est vraiment 11 sur 11 déjà, 10 sur 11, ou c'est quelle position que tu surveilles? Si on se base sur un 4-4-2 de base, ou un 4 quelque chose, 4-2-2-2, importe, mais c'est un 4, avec ligne de base, ligne défensive de 4. Oui, tu sais, il y a ceux qui sont de retour de blessure, là, entre Alistair Johnson, TJ Buchanan, tu sais, qui vont revenir. Genre, je vois plus ou moins la même équipe, là, l'Area, Johnson à la place de l'Area, puis Buchanan à la place de Ahmed, par exemple, dans ce 4-4-2. À moins que Larin est en mauvaise forme, je vois pas Larin perdre sa place. Il faut qu'un des autres attaquants puisse vraiment le supplanter. Et puis en ce moment, il y a peut-être Tani l'a pas encore fait. Donc je pense que c'est le seul qui a ce profil-là, peut peut-être le remplacer dans ce poste-là, à la limite. Donc c'est à peu près la même sélection que contre le Panama, à part les Johnson et Buchanan qui vont revenir. Je m'attendrai à les revoir. Puis il y a tout le temps la question de Schaffelberg. C'est une question de Schaffelberg et là, tu trouves quelqu'un meilleur que lui. Puis en ce moment, je vois pas qu'il y a ce profil, pas de gauche, pour vraiment rentrer et le déboulonner de là. Comme titulaire. En amont, c'est entre lui et Miller, évidemment. Miller. Je vais dire Miller. Mais je sens que Schaffelberg est beaucoup plus intéressant comme titulaire en termes de capacité physique, de pressing, de défense. Liam Miller, je le vois plus en profil super sub. On se rappelle, il y a 5 remplaçants dans un match. Tu peux rentrer jouer 40 minutes par match et avoir un gros impact. Pour débloquer un match, Liam, je le vois rentrer en cours de match. Donc, je vois un peu ce 11 partant Panama, mais Laria pour Buchanan, pour Johnson, puis Ahmed pour Buchanan. Je le vois un peu comme ça, puis Koné Ostakio. L'ossature est là. Puis c'est une question, c'est qui les extras qui vont rentrer dans l'effectif? C'est qu'il commence à manquer de temps pour les extras aussi, parce que si tu dois déplacer un joueur, il faut que tu commences à le faire vite. Et les joueurs qui sont les plans B à chaque position n'ont pas nécessairement une stature au niveau des clubs pour challenger. Tu sais, le plus évident qu'on veut challenger, ça serait Laria. Mais tu sais, Laria n'est pas si vieux que ça. Il a 29 ans. Il va être encore, pour son type de jeu, à un âge très, très intéressant pour la Coupe du Monde. Il a l'expérience européenne. Le plan B à Laria, à Larin, c'est qui? Tu sais, c'est des gars qui soit qui sont en MLS, qui ont un certain niveau. Il y a Theo Bair qui essaie de s'implanter à Auxerre. Il commence à manquer de temps. Et tous les autres joueurs, c'est des titulaires très forts dans des clubs de haut niveau.
Donc, pour essayer de trouver une alternative à ce 11 partant-là qui se dessine assez naturellement, il va falloir un coup de circuit. Il va falloir un autre Moïse Bombito, quelqu'un qui arrive de nulle part, puis qu'en 18 mois, il se retrouve, boum, quelque part dans le top 5 européen. J'en vois peu là, présentement. Là. Il faudrait vraiment qu'il y ait une méga surprise. Il faudrait que, par exemple, localement, disons qu'un Saliba connaisse une grosse année, puis qu'il soit transféré rapidement en Europe, puis que tout d'un coup, il devienne une solution à la place de Eustáquio qui est en méforme au Portugal. Il faudrait un concours de circonstances assez unique pour que ce 11 partant-là qu'on voit, c'est que 11 qui tourne autour de peut-être 12-13 joueurs max, ça ne soit pas le 11 partant à la Coupe du Monde. Yeah, je pense pour moi, je vois certains joueurs, c'est lock, c'est sûr. Like Alphonso Davies, Jonathan David, ils sont là. Like, c'est fait. Tu le mets en encre. Je pense qu'Ismaël connaît même chose, right? Ça, c'est vraiment ton Big 3. Ça, c'est les joueurs d'un certain potentiel, d'un certain niveau. Et je mets Bombito dans ça maintenant. C'est 4. Moi, je pense Cornelius, il devrait être assez secure. Il a déjà 500 minutes pour Marseille. Il s'adapte chaque match. Son dernier match pour Marseille, je pense que c'était contre Montpellier. C'était probablement son meilleure performance pour moi. Il était incroyable. Bon petit 5-0. Il y a un coach qui est sauté après ce match-là. C'est ça. Fait que s'il continue comme ça, Cornelius Bombito, je pense qu'on va être habitué. Et Johnston aussi. Je pense que Johnston... Et ce qui est fascinant avec Johnston, c'est que ça dépend de ses prochains 2 ans. Parce que je pense qu'avec les performances qu'il met, je vois un futur où il part de Celtic, mais aussi il est tellement favori là, où je me demande si aussi il va rester là. Peu importe, t'as pas de problème. Pour moi, les 2 postes ou les 3 postes où je vois le plus de chances de mouvement, c'est sur l'aile, je pense, avec le fait que peut-être ça va être Buchanan Ahmed ensemble, parce qu'on n'oublie pas, il y a une certaine polyvalence entre les joueurs. Peut-être Buchanan et Ahmed jouent ensemble. On ne sait pas ce qui va se passer avec Schaffelberg. Millard, il met des bons performance pour son club. Peut-être il se trouve en première ligue, ça va être difficile de l'ignorer parce qu'il joue à un bon niveau dans le championship. Je pense il me semble, je ne sais pas pourquoi, mais toujours les bons binationaux semblent être des ailiers. Alors si un binational qui se retrouve, c'est un ailier, ça ouvre la discussion. Pour moi, c'est 9 aussi, juste parce qu'avec Kyle Larin, il doit continuer à marquer, mais il est un peu à un âge où on ne sait pas si ça va juste arrêter et puis on est à un point en 2026. L'alternative, c'est l'alternative. C'est ça, c'est l'alternative, Et le jeu de David tourne autour d'avoir un deuxième attaquant pour le moment. C'est ça qui fait la force de David. Il joue ce rôle-là parce qu'il y a un deuxième attaquant. Je pense que David, maintenant, si on le voit comme attaquant pointe tout seul devant, je pense qu'il aura l'air beaucoup moins intéressant. À moins qu'on trouve un 10. C'est ça, à moins qu'on le fournisse des ballons. Parce que contre le Panama, personne n'était capable de fournir le ballon. Il a eu une passe de Miller, but. Donne, merci, au revoir. Donc, si on peut lui fournir le ballon, ok, joue tout seul s'il le faut, il va se débrouiller. Mais par rapport à ça, est-ce qu'il y a un débat sur les gardiens ou c'est plus genre Crépeau, à moins de méformes et de blessures? Ou est-ce qu'on voit un autre binational, peut-être, Dane Sinclair ou non? Je pense que c'est Crépeau, mais là, je garde ce poste ouvert juste parce que le fait que Crépeau encore, c'est un peu... On surveille ses performances. Pour lui, il a le poste tant qu'il reste au niveau qu'il a été cet été. J'ai confiance qu'il le fait, mais ce qui est fascinant avec lui, genre si ça tombe de niveau un peu, Dane Sinclair est là, il pousse. Je suis sûr que on ne sait pas en 2 ans si Roy va être où, s'il va peut-être avoir un autre jeune gardien. Alors, les gardiens, ça peut changer rapidement, les gardiens. C'est même chose. Il y a pas une loyauté. Je pense que Larin et Crépeau, c'est un peu la même situation. S'ils continuent à performer, ils ne vont pas être déplacés. Mais si eux, les deux, par exemple, si David tombe de niveau, tu vas lui garder Davies, etc. Mais avec Larin, Crépeau, je pense que c'est un peu quelque chose où Marsh serait prêt à regarder, all right, Bear, etc. Il y aura moins de patience et d'indulgence que pour d'autres. C'est ce qui est normal. C'est les joueurs sur on the bubble, si vous me permettez. Là, mais ils sont en 2 chaises. Puis si jamais tu ne performes pas, je te remplace. C'est vrai. C'est vrai. Mais il faut que les autres performent. Il faut que les aspirants fassent le travail. Parce que Jesse Marsh, il ne veut pas se retrouver dans une certaine médiocrité par défaut. Il faut que tout le monde performe. Pour les déplacer, c'est pas facile. Là. Il faut de la qualité pour les déplacer. On n'est pas là à trouver une solution.
On n'est plus dans ce mood-là où la sélection canadienne cherchait des jokers à gauche, à droite. Là, présentement, on a de la qualité. Le plan B, il faut qu'il soit vraiment, vraiment bon pour déplacer un Larin, un Crépeau sur un côté, peu importe. C'est pas si évident de percer le 11 canadien comme c'était avant. Non, et on va le suivre parce que ce que je vois aussi, tu vois déjà l'impact. Genre, Choinière a été super récemment parce que cet été, il a vu Koné, il a vu Stachy, il dit, OK, c'est ça le niveau, je vais surmonter mon niveau. Boum, il s'est mis dedans. On le voit, on l'a vu avec Ahmed. Il n'a pas trop joué cet été. Boum, il a son opportunité. Il trouve un autre niveau. Le Canada, maintenant, avec Marsh a mis un peu un environnement où les suppléants qui rentrent, ils ont vraiment intérêt à toucher un certain niveau. Et je pense qu'on va voir cette évolution-là, surtout que si des joueurs comme Ahmed, Saliba, Schaffelberg, ils trouvent des plus grands clubs, etc. Le bassin, il va continuer à grandir et on va bien sûr suivre cela de près parce que ça va seulement aider la sélection. Mais pour un peu terminer cette semaine, on a aussi un match sur le côté féminin parce que la sélection canadienne se retrouve en Europe. Quand même un bon petit test qui est un peu passé inaperçu. C'est l'Espagne. Un peu le consensus, c'est ils sont parmi le top. Ils n'ont pas peut-être montré ça aux Olympiques, mais pour moi, je trouve quand même, à part les Américaines, c'est vraiment l'Espagne en termes de l'équipe top mondiale. Quand même un bon test en Espagne pour cette équipe canadienne, Sofiane. Oui, c'est un test intéressant, une grosse sélection d'Espagne. Ça, c'est sûr. Le Canada, je pense que les 3 derniers matchs ont perdu les 3 matchs. Là. Ben, ils ont deux défaites à match nul contre l'Espagne, je pense, incluant, c'était en la Coupe Arnold en Angleterre, je pense. C'était le dernier match entre les deux sélections en février 2022, une défaite 1-0 du Canada. Le Canada a changé depuis 2022. A changé, mais sans changer, comme tu as m'écrit Alexandre, là, où on s'attendait à une équipe plus revampée, avec des tests, mais des joueuses, des visages familiers, avec un staff toujours aussi en évolution, en métamorphose. On attend encore un staff permanent, du moins un head coach, un manager, une manager, une entraîneur officielle, de façon officielle, pour mener cette équipe qui, il n'y a pas des grandes échéances. La prochaine échéance, c'est dans 3 ans, la Coupe du Monde. Donc, le Canada est entre deux. Entre deux, il n'y a pas la Copa América pour les hommes qui vient comme un cadeau venu du ciel. Parce qu'il ne faut pas oublier, Jesse Marsh, il y a la Copa América. La Copa América a fait cette sélection, l'a développée, l'a mis de l'avant. Elle s'est découverte comme ça. Les femmes n'ont pas cette opportunité. Donc, comment faire ça contre une grosse sélection d'Espagne, la meilleure du monde en ce moment? Mais c'est délicat, c'est vraiment délicat parce que je m'attendais qu'un staff soit annoncé, qu'un nouvel entraîneur-chef soit annoncé ou un manager. Ça fait quand même longtemps, hein? C'est long. Je veux dire, c'est le mois d'août, là, ça remonte aux Olympiques. C'est une grosse occasion de jouer contre l'Espagne. Il n'y a même pas de rumeur, il n'y a rien. Il n'y a même pas de rumeur d'un. Je pense que c'est un peu hors de leur contrôle, un peu ce qu'ils doivent attendre, right? Parce que quand même, je pense, avec l'investigation. Mais... Ouais. Mais donc, ils sont chanceux qu'ils soient un creux dans la sélection en termes de compétition. Ils disent, on a 2-3 ans, on a le temps de bien travailler, mais en même temps, comme je dis, Jesse Marsh, ils ont eu la Copa América, c'était vraiment révélateur pour eux. C'était parfait, c'était un cadeau. Mais les femmes n'ont pas ça. Donc, comment va-t-on le faire pour vraiment avoir une stabilité dans le jeu? Parce qu'on parle de la méthode Marsh. Elle est où la méthode de... Face à une sélection de top qualité, là, on se retrouve... Autant au niveau masculin, on a de la difficulté à trouver des équipes dans les matchs amicaux et tout ça pour augmenter le niveau. Du côté féminin, on se rend... Bang! On tombe sur la meilleure opposition possible en Espagne. Puis, est-ce qu'on va vraiment profiter de ce match-là pour évoluer, pour appliquer certains principes? Moi, c'est ce qui me fait de la peine, c'est de voir cette opportunité-là, cette fenêtre-là un peu bousillée parce qu'on est un peu entre 2 décisions, en attente de je ne sais pas trop quoi, dans quel genre de mentalité les filles vont arriver parce qu'ils étaient en mode guerrière aux Jeux Olympiques, c'était nous contre le monde. Là, c'est quoi leur motivation dans ce match amical où ils ne savent même pas qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains mois? À moins que c'est un dispense, puis ils attendent de l'officialiser après dans quelques mois. C'est peut-être lui le sélectionneur. C'est peut-être lui. Puis
Mais ces moments dubitatifs, je pense pas va faire mal à la sélection, mais pourrait les freiner par rapport à d'autres qui vont accélérer. C'est ça le truc. Il y a d'autres sélections qui vont pas nécessairement mettre le frein. Puis, se prendre l'Espagne, on parle en partie, c'est le Barça qui a gagné 2 Ligues des Champions de suite ou 3 des derniers 4 là, Ligue des Champions UEFA féminine. Ils ont 3 ballons d'or. Les 3 derniers ballons d'or, c'est des joueuses espagnoles, les 3 dernières. Donc, je pense que l'Espagne a son mot à dire. Mais vous voyez le contexte. Je ne compare pas les hommes et les femmes pour comparer, mais je veux dire, genre, on voit Jessie Marsh, le Canada, contre la France et les Pays-Bas. On avait peur contre les Pays-Bas. Oh, on a l'espoir, la France, ça se passe bien. Là, c'est contre l'Espagne. Je pense que les joueuses sont très bonnes du Canada. Je pense qu'elles peuvent faire face à l'Espagne. Je pense que les mentalités sont bien. Elles sont en pleine saison pour la plupart, du moins ceux qui sont en Europe. Donc, on se dit, ben, c'est positif. Mais j'espère qu'il n'y a pas cette brisure mentale dont Nilton parle pour qu'on ait un gâchis, qu'on perde du temps. Déjà que il n'y a pas longtemps, il n'y avait pas d'argent pour les camps féminines. Là. Ils annulent des camps, ils annulent des matchs, ils ne prennent pas tout le staff. Là, on a un Canada Soccer revampé financièrement, puis on a les ressources. Puis il ne faut pas que ce soit un gâchis. Voilà, c'est un peu ça mon point. Mon inquiétude, genre, ce que j'ai, c'est un nouveau cycle. Like, tu le vois à chaque fois, tu entends toujours ces termes. Quand en gros, tu vois avec le côté féminin, vraiment, c'est des cycles de 2 ans. Like, pour Canada, c'était 2023-2024, le back-to-back, Coupe du Monde, Olympique. Ça, c'est un cycle. Tu vas être vraiment à ton top niveau pendant ces 2 années-là pour que tu puisses être dans le podium dans les 2. Après ça, il y a cette trêve-là de 3 ans avec, comme tu dis, presque rien. Même leur qualification pour le 2027 Coupe du Monde, ça commence pas jusqu'à 2026. Ils ont 2 ans à planifier pour ça. Pour moi, un nouveau cycle représente des changements. Parce que si tu regardes cette sélection-là, il y a 10 joueurs qui ont 28 ans et plus. Ce qui n'est pas un problème. Ils sont vraiment en prime, ils sont vraiment à leur top niveau. Mais si tu penses 2027, dans 3 ans, ça veut dire qu'ils vont être tous au-dessus de 31 ans. Combien parmi eux vont être au niveau dans 3 ans? Certains oui, certains non. Mais ce n'est pas la norme. Ben, c'est ça. Et ce que je veux voir, c'est aussi cet investissement vers les plus jeunes pour commencer un nouveau cycle. Et je pense que tu peux faire ça peu importe si l'état du staff, right? Parce que ça serait bien pour intégrer certains jeunes. Parce que moi, mon problème avec ce camp, c'est pas que le Canada vont pas faire un bon match contre l'Espagne. Moi, j'ai confiance qu'avec le niveau de cette équipe maintenant, qu'ils vont faire un bon match. Ils ont fait la Coupe du Monde. Ils ont allé contre l'Allemagne. Ils ont fait un match nul. C'était les penalties qui l'ont éliminé. Non. Ils ont battu la France. On sait qu'ils sont à un bon niveau, mais ils ont besoin de franchir la prochaine étape. Et surtout, ils doivent planifier de la faire dans 3 ans. Et c'est là où, OK, on est content de voir Olivia Smith. C'est fantastique qu'elle a été inclue dans cette sélection. Simi Awujo, Jade Rose, les 3 pépites, 21 ans et moins. Il y a certains joueurs dans les 23-24 qui sont inclus, mais je pense que ça aurait été une superbe opportunité à amener plus de joueurs jeunes. Tu n'as pas besoin d'enlever tous les vétérans. Je pense qu'il y a quand même une valeur de garder des vétérans, surtout pour garder un certain standard, un niveau de compétition. Mais je suis un peu inquiet que si ce qu'on voit souvent avec des équipes qui se tiennent un peu trop long dans des générations, que ça va pas être cette année, ça va peut-être même pas être dans 2 ans, mais on voit ça toujours. On l'a vu avec le Panama sur le côté masculin après la Coupe du Monde 2018, qu'ils ont un peu gardé trop long les vétérans. Même chose, Costa Rica, et boum, à un certain point, il y a un mur que tu frappes. Et j'ai un peu peur que le Canada, s'il ne planifie pas, ce mur vont le trouver au mauvais moment en 2026. Ah oui, et puis si la Coupe du Monde 2023 n'était pas un avertissement que rester sur vraiment ne pas faire du surplace va te faire mal parce que tout le monde va bouger, va aller vers l'avant. On a vu le Maroc, la Colombie, on a vu plein de sélections. Puis bon, dans la Coupe du Monde, tu joues dans ton groupe, tu n'as pas joué contre toutes les sélections qui sont là, mais il ne faut pas perdre du temps. Et je suis d'accord avec toi, Alexandre, c'est un très bon point. Il ne faut pas stagner. Si tu stagnes, tu espères que tes joueuses en club évoluent rapidement. Parce qu'avec les hommes, c'est un double pivot. Référence foot. Tu as les joueurs qui évoluent en sélection, mais en club aussi, ils évoluent. Donc, ça fait une synergie que
c'est exponentiel. On a l'impression que l'évolution est exponentielle, mais elle est juste normale. Parce que les deux environnements sont sains et compétitifs. Il faut que pour les femmes, les filles, ce soit la même chose. En club bas évolue, toujours c'est bien qu'on sélection qui est l'ambiance d'évolution et d'excellence. Mais sous quelle direction? C'est ça la question. Ouais, il faut profiter de la vague. Il y a une belle vague positive au Canada pour le foot féminin, avec la création de la nouvelle ligue, avec les équipes qui ont été annoncées. Là, dans les prochaines semaines et mois, il va y avoir la vague des signatures. Il faut profiter de ce vibe-là qui est hyper positif au niveau du public et des médias pour que la sélection, elle, on a oublié un peu le désastre qu'il y a eu avec les Jeux olympiques et la saga des drones, pour qu'on passe tout de suite à la prochaine histoire pour que, boum, on repart ce nouveau cycle, comme tu dis, Alexandre, là, avec un cycle positif, avec un objectif clair et précis de réalisation au niveau de la sélection. Ben, c'est bien que tu mentionnes la Super League du Nord, par contre, parce que je pense que c'est un bon endroit pour terminer cet épisode, parce que je pense que ça va aider le cycle que dans 2-3 ans, on va avoir cette période établie d'avoir une ligue canadienne. Pour ceux qui sont moins familiers, il y a les 6 équipes inaugurales ont été annoncées. On a le Vancouver Rise sur le côte ouest, on a le Calgary Wild, il y a aussi les AFC Toronto, il y a Ottawa Rapid, il y a les Roses de Montréal et il y a le Halifax Tides. Les gars, vous étiez au l'événement des Roses FC à Montréal. On va quand même admettre, en termes de logo, les Roses, ils ont mis un bon stock. T'aimes ça? T'as aimé ça? Moi, j'ai aimé ça. Parmi les favoris pour moi, Vancouver, je l'ai derrière moi. J'aime bien. Ils ont fait un bon boulot. J'aime vraiment Halifax, mais Montréal, avec les couleurs, j'ai bien aimé. C'est joli. Est-ce que c'est le bon moment de dire qu'à Toronto, ils ont vraiment de la misère avec des noms des équipes? Ou, non, je pense qu'il y avait un peu de oomph qu'ils auraient pu mettre dans celui-là. Oui, on veut pas, hein. On les aime Toronto, mais AFC Toronto, voilà, quoi. Et en plus, c'est même pas athlétique, c'est association. Mais ça athlétique, et ça un peu association. Non, en tout cas, respect, let's go Super League du Nord, incluant AFC Toronto. Mais, ils ont le temps de changer d'idée après un an. On n'est pas, ça arrive des fois qu'on change d'idée pour les noms des équipes. Non, ça arrive. Mais c'était un bon vibe là pour l'inauguration de. C'était excellent comme vibe. L'événement, ça semble être bon ce qu'ils ont fait pour ça. Ce qui est sorti de la soirée, c'était très, très positif et très réussi. La soirée, elle, on sentait vraiment une volonté communautaire d'une réussite. Les gens, on le voit, là, il y a un support local. Il y a cette vague-là de soutien pour le sport féminin au niveau du professionnalisme. Puis, il y a des aspirations. Cette semaine, au CanFC, on avait la présidente et Marinette, la directrice technique. Puis, il y a une question qui m'a vraiment étonné par sa réponse. On lui a demandé c'était quoi, à moyen et long terme, son objectif pour l'organisation. Et elle n'a pas hésité pour dire qu'elle, son objectif pour le club, c'est d'atteindre le top 30 des clubs féminins. Top 30, là, c'est quelque chose. Là. Il n'y a pas une équipe nord-américaine dans le top 30 présentement. Dans le top 100, je suis allé voir, là, il y a 5 équipes américaines. 5 dans le top 100. Je veux dire, dans le top 30, c'est vraiment viser le haut. Là. Là, c'est à court terme, il y a beaucoup de défis. À court terme, on ne va pas commencer à voir toutes les filles qui sont présentement dans la sélection canadienne arriver en Amérique du Nord. Là, l'objectif premier, c'est de faire partie de ce cycle-là de formation qui a un gap entre l'amateur et les niveaux professionnels. Souvent, il y a des joueurs qui vont dire ils vont abandonner parce que le gap est trop grand ou il y a trop de sacrifices. Là, il y a une option locale, mais à moyen et long terme, leur objectif, ce n'est pas seulement combler le gap. Eux autres, c'est devenir le gap. Localement, il y a une façon de devenir professionnel pour toutes ces filles-là qui désirent aller le plus haut possible dans le soccer féminin. Si déjà on a des débats internationaux sur comment Moïse Mabito se retrouve Ligue 1 Nice, puis peut-être en Ligue des Champions dans quelques années, on ne sait jamais. Imaginez pour les joueuses, les jeunes filles, là, elles n'avaient aucun avenue.
je me rappelle à chaque fois, toutes ces joueuses qui jouent en Europe maintenant, sur une équipe nationale, leur parcours, chaque fille, c'est une série Netflix. Comment tu as fait pour arriver là? C'est fascinant. Genre, tu n'as aucune ressource, tu as les collèges, ok, merci aux États-Unis, puis la NWSL et les collèges américains. Sinon, il n'y aurait rien. Merci aussi des académies privées, des clubs privés, des clubs locaux, etc. Évidemment, ils ont fait leur travail. Mais c'est un miracle. Donc là, tu as un deuxième miracle qui s'appelle la Super Ligue du Nord. C'est vraiment la ligue qui avait besoin pour prouver et qui est plus ce questionnement comment cette sélection est si forte que ça alors qu'ils n'ont pas de ligue professionnelle. Mais pas du tout, même pas proche. Donc, moi, je trouve ça assez intéressant. Puis le point de Nilton sur l'ambiance de support local à Rose FC, qui a dû être le même pour les autres clubs inauguraux, c'est que ça me fait rappeler, mais avec une population très différente, l'ambiance et support local du CA Saint-Laurent, après qu'ils ont éliminé Halifax. Il y avait l'engouement, c'est différent, c'est des populations très différentes, moins de business, plus de roots, si on dit de grassroots, mouvement vraiment au grassroots, je ne sais pas le mot en français, désolé. Donc, j'avais ce vibe-là, je le sentais. C'est différent, mais il y avait cet engouement. C'est la proximité. C'est la proximité parce que voilà. avec Saint-Laurent et avec. Ouais. C'est ça. Avec les Roses et avec Saint-Laurent, c'est le même sentiment de proximité. C'est-à-dire, OK, moi, j'ai arrêté, mais s'il y avait eu ça, j'aurais peut-être continué et je ne sais pas ce que ça aurait donné. Les filles, ça arrête rapidement. Les gars, ils ont leur option. Mais là, on a vu qu'avec des Bombito, avec des Ismaël Koné, il y avait peut-être une possibilité de continuer, puis c'est manque d'opportunité ou de timing ou de plein d'autres choses. Au niveau féminin, il y a présentement ce gap qui va être comblé, on l'espère, par la toute nouvelle ligue féminine. 100%. Et puis, on l'a vu déjà avec la CPL sur le côté aussi masculin parce OK, on le voit sur le côté féminin. Les top joueurs, il y a toujours un moyen, right? Les Olivia Smith, ils forgent leur chemin, ils se retrouvent à Liverpool à 20 ans. Ça se fait. Mais comme on voit des fois, c'est pas le même trajet pour tout le monde. Des fois, c'est moins difficile d'aller direct en Europe à 18, 19 ans, de faire d'autres aventures. Ça aide juste d'avoir plus de bassins. Et puis, c'est excitant de voir qu'un bassin énorme va être créé. Et surtout, ce qui est un peu différent aussi avec le système de collège, c'est pas le même que ça a été il y a 5-10 ans. Je trouve là, à collège, après ta première, deuxième année, tu vois des joueurs stagner. Maintenant, avec la façon qu'elle est, alors ça va être bien qu'ils puissent continuer et jouer pro plus jeune. Et hey, s'il y en a qui veulent avoir une éducation, je pense qu'il y aura du potentiel, comme ils ont fait en CPL avec les youth sports. Ça, je pense que c'est bien d'entendre Diana Matheson dire que pour la Super League du Nord, ils explorent quelque chose de similaire. Parce que c'est bien d'avoir tous ces pathways pour des différentes joueuses, ceux qui veulent peut-être avoir leur bac, certains qui veulent aller en Europe, certains qui veulent rester au Canada pour leur carrière. On a besoin de tous ces joueuses-là parce qu'à la fin du jour, peu importe le niveau de la SLN, si elle devient un top league dans 10 ans ou si elle reste un peu plus une ligue de transition, peu importe, il y a de la valeur à avoir n'importe lesquelles de ces deux ligues. Alors, c'est bien, mais j'ai hâte à voir. Comme tu dis, je pense qu'il y a quand même un certain niveau d'excitation locale pour avoir plus de foot canadien avec la Coupe du Monde qui s'en vient, cette énergie. Espérons que ça continue d'améliorer. Mais sur ceci, les gars, je pense que ça, c'est un bon endroit à terminer épisode 15 du Bouclier canadien. Ça, quand même, on a mis du stock pour notre retour et on a hâte pour les prochains épisodes, c'est sûr. Il va y avoir beaucoup de playoffs à analyser au retour. Il y aura beaucoup de matchs. Jamais eu autant de matchs canado-canadiens là, dans l'histoire. Là. Donc, profitons-en. Télévisé sur OneSoccer.ca notamment pour les playoffs Canadian Premier League.